Donc quelques lectures sur la loi Macron. Cette loi Macron, ce n'est absolument pas une loi de dérégulation du marché du travail. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, Bruxelles a fait savoir à la France qu'ils attendaient toujours, et sous maximum 2 ans, une vraie loi de libéralisation du marché du travail. Donc, la loi Macron, elle est intéressante et comporte toute une série de mesures, mais qui vont plus porter sur faire sauter certains leviers qui freinent le développement de l'activité ou peuvent freiner l'investissement, mais sans vraiment toucher à la libéralisation du contrat de travail et de tout ce qui tourne autour. Alors on va revenir sur certains points. Le premier qui a été extrêmement emblématique dans les médias, c'est la réforme du travail du dimanche. Alors il ne faut pas se leurrer sur ce point-là, on n'a pas du tout une refonte globale et un grand soir en matière de travail du dimanche. Ça a été extrêmement mis en avant pour des raisons tactiques, de communication, ça a beaucoup occupé la gauche de la gauche qui pendant ce temps s'est beaucoup moins mobilisée sur ce qu'on va voir après, qui est peut-être plus intéressant pour les entreprises. Donc sujet très médiatique, mais pas un contenu très important. Le contenu principal, c'est de répondre à certaines polémiques qui venaient. Vous vous rappelez celle du travail le dimanche dans les magasins de bricolage, la polémique sur le travail du dimanche à Paris, et puis l'ouverture du Sephora sur les Champs-Élysées en fin de journée. On a des réponses, entre guillemets, apportées à ces 3 sujets. Donc le premier axe, c'est pour les magasins de commerce au détail, on va passer une autorisation de 12 dimanches par an au lieu de 5 dimanches par an par le maire en termes d'ouverture. Donc on a un petit effort qui est fait. Les magasins de bricolage, eux, leur cas a été traité par un décret qui vient d'être validé d'ailleurs par le Conseil d'État cette semaine. Donc ils ont une situation qui est stabilisée pour eux. Donc on a un petit effort sur ce volet-là qui est apporté. Seconde réponse, eh bien, le gouvernement a décidé de tordre le bras de Madame Hidalgo, qui après son prédécesseur s'acharnait à vouloir refuser d'étendre la zone touristique de Paris, notamment au quartier des grands boulevards. On voit donc dans la loi Macron apparaître une nouvelle notion en plus de celle de zone touristique dite internationale, sur laquelle cette fois c'est le ministère du Tourisme qui prend la main en termes de définition de ces zones. Et donc on dépossède le maire de la compétence sur ce sujet. Ça va donc permettre, notamment pour Paris, de donner la main au gouvernement pour définir tout le périmètre parisien et dans les autres grandes villes touristiques internationales sur lesquelles on pourra procéder à ces ouvertures. Sur ces zones touristiques internationales, on voit également apparaître, pour répondre à la problématique Sephora, une possibilité donc, de travail en fin de journée, sur la plage, qui empiétait sur celle de travail de nuit, qui était de 9h, de 21h à minuit. Donc là, le projet intègre tout à fait cette possibilité de travailler sans tomber dans une notion de travail de nuit avec les contraintes que génère le travail de nuit. Donc là aussi, on a une réponse. En contrepoint de ces petites évolutions positives, on a entre guillemets certains surcoûts quand même qui sont créés. On va prendre l'exemple dont on vient de parler du travail en fin de journée, on a un surcoût qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on a des heures qui sont payées double. En plus d'être payées double, on va devoir donner également une compensation équivalente en repos, donc on est déjà à un coût x3. Et en plus, on va devoir assurer le transport des salariés, prendre en compte une indemnisation spécifique pour les frais de garde, le cas échéant générés auprès de leurs enfants, etc. Donc voilà, on ne peut pas dire qu'on soit dans l'ultralibéralisme, on a ouvert certaines portes, mais il y a quand même pas mal de coûts à la clé. Pour les zones touristiques classiques ou les zones commerciales, principalement les centres, certains grands centres commerciaux français, on a là aussi quelques inconvénients malgré tout qui sont apportés, puisqu'on va avoir une extension à la fois du principe du volontariat et une généralisation de la nécessité de contrepartie financière spécifique à ce travail du dimanche qui n'était pas toujours le cas. Donc, voilà, quelques évolutions au travail de nuit, mais on aurait pu mieux faire. Second sujet dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui est important, c'est la représentation du personnel et la dépénalisation partielle du sujet du délit d'entrave. Vous savez, le délit d'entrave, c'est le bon sujet. Grande incrimination lorsqu'on n'a pas respecté une obligation, notamment d'information ou de consultation du comité d'entreprise, du CHSCT, etc. Aujourd'hui,
ce point, je veux dire, est un élément parfois très défavorablement bloquant dans un benchmark d'investissement en France. Beaucoup d'investisseurs étrangers perçoivent la France comme étant le pays où, si on a oublié une petite bricole dans la gestion d'une représentation du personnel, le dirigeant peut se retrouver attrait devant une juridiction pénale, ce qui leur paraît effectivement complètement ésotérique, vu les sujets parfois en question. Donc là, le gouvernement, qui a globalement une volonté de dépénaliser le droit social, il y a d'autres mesures qui sont annoncées, on va voir si ça se concrétise, mais d'autres mesures devraient être prises, a décidé déjà dans Macron donc de dépénaliser, de ramener simplement à une peine d'amende la violation donc, des règles relatives au fonctionnement. Demain, une consultation du comité d'entreprise, une information qu'on n'a pas donnée, qu'on n'a pas fait de façon tout à fait parfaite, on évitera la casse pénale. Ça ne veut pas dire qu'on va éviter les ennuis pour l'entreprise. Honnêtement, en termes de fonctionnement, c'est peut-être pas l'essentiel. Il y avait relativement peu de délits d'entrave qui étaient relevés. La principale sanction gênante, c'est une initiative des syndicats pour bloquer dans les juridictions civiles le projet qui vous enquiquine dans le calendrier et vous bloque dans votre opération. Ça n'apporte aucune réponse. C'est plus de l'affichage, mais ça fait partie un peu des mythes pour certains investisseurs étrangers qui posent problème. De façon plus prosaïque, sur le CHSCT, qui devient vraiment, depuis quelques années, le fer de lance des organisations syndicales pour bloquer les projets, on a une évolution sur une question de fixation d'ordre du jour du CHSCT. On pouvait avoir un point de blocage avec un secrétaire qui refuse de bloquer. On ne s'en sortait que par des initiatives judiciaires qui pouvaient prendre plusieurs semaines et donc qui, dès le départ, nous plantaient dans le calendrier du projet. Désormais, on aligne ça sur les textes relatifs au comité d'entreprise en prévoyant que si le secrétaire du CHSCT n'est pas d'accord alors qu'on est en face d'un sujet qui doit être traité par le CHSCT, ben, l'employeur peut passer outre et va pouvoir avancer dans son projet. Donc là aussi, petit apport technique qui peut être assez utile dans l'implémentation et l'avancée des projets. Alors, autre volet, licenciement économique. On a vu, vous vous rappelez, la loi de sécurisation de l'emploi, qui se voulait une grande réforme, notamment en matière de restructuration. Une loi qui a présenté quand même un certain nombre d'imperfections que la loi Macron essaye de venir compléter ou résoudre. 3 points peut-être principaux à retenir en termes de réponse à des difficultés techniques pour les entreprises. D'abord, un effort fait sur la notion de critères d'ordre de licenciement. Critères d'ordre, vous savez, c'est la situation où on doit déterminer qui part, lorsqu'on supprime un certain nombre de postes. On avait une législation ubuesque où lorsqu'on avait un salarié qui occupait un poste à Marseille qui était le même poste qu'un de ses collègues à Lille, si on supprimait le poste de Marseille, il fallait quand même faire un benchmark entre Marseille et Lille pour savoir qui partait, donc ce qui crée des situations d'une complexité sans nom. Là, techniquement, on va simplifier les choses en permettant à l'employeur, hors de toute notion de négociation, qui n'est pas toujours possible, vous fait rentrer dans des jeux de rapport de force et de négociation compliqués, de raisonner par zone d'emploi. On revient sur une notion proche du terrain et on ressort de cette approche nationale qui était hyper complexe à gérer et créer des situations compliquées. Second point, c'est sur le reclassement à l'étranger, donc dans les groupes qui appartiennent, qui ont des filiales ou des sociétés sœurs ou mères à l'étranger. On avait l'obligation, lorsqu'on était sur un licenciement économique, eh bien, de venir faire des recherches de reclassement absolument dans toutes les entités. Donc il fallait solliciter l'intégralité des homologues dans les différents pays, drainer des propositions, formuler ces propositions. Donc on était sur un process qui était quand même relativement compliqué, même s'il avait été un peu encadré par le législateur. Un petit effort avait déjà été fait. L'idée dans le projet de loi Macron, c'est de dire l'étranger, on ne fera peser d'obligations sur l'employeur en termes de recherche de propositions de poste que si le salarié lui-même de son initiative dit je veux des propositions à l'étranger, ce qui est une situation très concrètement, statistiquement, très minoritaire dans les restructurations. Donc ça devrait permettre de simplifier le process pour les groupes dans leur restructuration au niveau de cette phase de reclassement. Dernier point qui a été abordé, introduit par voie d'amendement un peu en dernière minute, on va voir si le Sénat suit. Là aussi, concernant les groupes, et donc c'est un point important pour les investisseurs étrangers, en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, donc là on parle des grosses restructurations, jusqu'à présent dans les groupes, le plan doit
donc toutes les mesures sociales en fait, donc au final le coût de notre opération, il doit être en cohérence avec les moyens dont dispose non pas l'entreprise française qui se restructure, mais on regarde les moyens financiers globaux du groupe, ce qui conduit à devoir mettre en place des plans extrêmement généreux lorsque le groupe est in bonis à l'international, alors que la structure française est au bord du dépôt de bilan. Situation assez compliquée aussi à faire comprendre à des investisseurs. Là, l'idée, c'est de modifier le texte pour le ramener simplement à un plan qui est proportionné aux moyens de l'entreprise de la filiale française. Ce qui éviterait cette extension et ce financement, entre guillemets, imposé du plan par le groupe global. Alors, sujet suivant qui a été relativement polémique, réforme du Conseil des prud'hommes. Elle annonce à générer une grève en quelques jours du Conseil des prud'hommes. Finalement, c'est arrêté, ils sont relativement contre. Alors, rapidement, il y a beaucoup de choses, mais simplement quelques points. Premier point, c'est la volonté de limiter les décisions complètement ubuesques qu'on voit régulièrement tomber dans certains dossiers pour essayer de cadrer, notamment sur les montants de condamnation, quand il y a condamnation, sur un référentiel sur lequel devraient s'appuyer les juridictions. Donc là, la proposition, c'est de créer un barème qui sera qu'indicatif, qui ne va pas lier absolument, mais auquel on demandera au juge quand même de se référer. Et ce barème indicatif donc, sera national et sera fonction de l'âge, de l'ancienneté du salarié et des difficultés particulières dans la recherche d'un emploi, pour essayer d'avoir un minimum de maîtrise sur les décisions qui sont rendues en termes de montant. Ensuite, il y a une volonté d'accélérer les délais de procédure, notamment par la mise en place de formations restreintes à 2 conseillers prud'homaux au lieu de 4, ce qui devrait permettre de démultiplier les audiences. Et c'est là-dessus, par contre, que les conseillers prud'homaux sont relativement défavorables et risquent d'essayer de bloquer un petit peu le système. On priorise les solutions amiables, je ne vais pas développer, mais il y a un encouragement à toute une série de solutions négociées en dehors de la procédure prud'homale qui sont mises en place. Et puis, là, c'est un point extrêmement important, on essaie de rendre plus professionnelle la juridiction prud'homale. D'abord en imposant une formation obligatoire et commune qui n'existe pas aujourd'hui. Il faut savoir que les conseillers prud'homaux employeurs sont formés par les organisations patronales et les syndicats forment leurs propres conseillers prud'homaux. Donc l'idée, c'est d'avoir un socle de formation commune qui sera assuré simplement par l'École nationale de la magistrature, auquel on leur ferait du droit de la procédure, plutôt que de leur apprendre à comment négocier avec l'autre partie, le convaincre ou lui tordre le bras. On essaierait de faire du droit. Donc ça devrait être peut-être un élément relativement positif. Pour terminer très rapidement sur Macron, inspection du travail, on a une réforme qui sera annoncée, qui est autorisée, qui devra être prise par voie d'ordonnance. L'idée, c'est de retravailler le corps d'inspection du travail pour avoir un fonctionnement plus collégial et d'être là aussi moins sur le pénal, mais plus sur des sanctions civiles. Mais là, c'est vraiment un point à venir. Dernier volet de Macron, l'épargne salariale. Je vous ai mis une réformette. Pourquoi? Parce qu'on a dit une grande réforme de l'épargne salariale dans Macron. Ce n'est pas franchement le cas. Il y a 2-3 ajustements techniques, pas plus, pas moins. On harmonise les versements, la participation et l'intéressement, et on vient réduire un petit peu le forfait social dans certains cas, notamment dans les entreprises de moins de 50. On va le réduire de 20 à 8% lors de la première mise en place d'un intéressement ou d'une participation. On retombe dans l'éternelle contradiction des gouvernements depuis un certain nombre d'années qui veulent promouvoir l'épargne salariale, mais en même temps qui dénoncent le fait que ce soit une niche fiscale, donc il faut taper dessus. Donc comment encourager quand on augmente la fiscalité? C'est un petit peu compliqué. Donc, on a un nouveau petit coup de balancier, mais enfin qui est relativement quand même partiel, puisqu'il vise des hypothèses extrêmement limitées, donc on reste en attente de mieux. Alors en dehors de Macron, je voulais juste vous dire 2 mots très globaux sur deux autres réformes importantes. D'abord celle de la formation professionnelle qui se déploie, puisqu'on arrive au 1er janvier l'entrée en vigueur du compte personnel de formation qui se substitue au DIF. On a une réforme globale de la formation professionnelle qui paraît là être extrêmement intéressante. D'abord parce qu'on va réorienter tous les fonds de la formation professionnelle vers des formations qualifiantes validées sérieusement par les partenaires sociaux comme correspondant à des besoins au niveau des différentes branches professionnelles.
Ça sera notamment le cas pour toutes les formations éligibles à ce type de compte, à ce compte de formation, de personnel de formation. On va arrêter l'époque où, avec le DIF, on allait se former à d'autres choses, voilà, atelier macramé et autres. Je dirais, mais c'est pas loin. Ça, en tout cas, le DIF, c'était clairement fait pour être utilisé pour autre chose que les compétences dont on avait besoin dans l'entreprise. Donc là, on recentre sur les besoins de l'entreprise et tous ces fonds seront utilisés de façon plus pertinente par rapport aux besoins de l'économie. On a aussi une rationalisation du financement, c'est que globalement, ça dépend des tranches d'effectifs, mais les taux vont soit baisser, soit être iso, mais un certain nombre de taux de charge au niveau de la formation pour les entreprises vont baisser. Et le compte personnel de formation qui va remplacer le DIF sera géré de façon extérieure à l'entreprise. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui va le gérer. Le salarié qui pourra l'utiliser, il a un site internet dédié, il gérera directement l'entreprise. L'entreprise n'interviendra pas dans l'utilisation de ces heures sur le plan administratif. Donc il y a aussi un allègement de charges administratives à la clé pour l'entreprise qui est relativement intéressant. Dernier point, la pénibilité, grand cheval de bataille actuel des organisations patronales, un sujet qui avait complètement dérivé. Au départ, on partait d'une logique claire de vouloir prendre en compte la situation de salariés qui avaient travaillé très tôt dans des conditions très difficiles, et puis on est arrivé à un système où on devait s'interroger sur la pénibilité du travail de chacun, et avec un dispositif extrêmement lourd. Alors, Valls a essayé de reprendre le sujet, d'abord par décret, il a essayé un peu de revenir sur certaines dispositions de la loi et faire marche arrière. Donc là, on a un décalage de l'entrée en vigueur du dispositif, on va avoir 10 critères de pénibilité qui s'appliquaient. On revient pour l'instant temporairement à 4 sur l'année 2015, les autres sont mis en attente jusqu'à 2016. Ils sont mis en attente d'ailleurs aussi parce qu'en parallèle, le Premier ministre a mis en place une commission qui est présidée par l'ancien DRH du groupe Renault pour lui faire des propositions pour que ce dispositif soit beaucoup plus adapté à la réalité de l'entreprise qu'il ne l'est aujourd'hui. L'idée de mettre en attente, c'est de commencer à appliquer pour donner quelques gages à la majorité, mais surtout pas trop rentrer dans le système pour se laisser la possibilité de le faire quand même évoluer, peut-être significativement d'ici la fin de l'année. Le point qui pose problème aujourd'hui dans cette réforme, c'est qu'à travers la création pour les salariés qui sont exposés à la pénibilité, on a créé un compte personnel donc de prévention de la pénibilité, système simple mais problématique. L'entreprise qui a des salariés qui sont exposés à la pénibilité va payer des cotisations sociales supplémentaires qui vont alimenter le compte personnel du salarié d'un certain nombre de points avec lesquels le salarié va pouvoir partir plutôt en retraite, se former ou passer un temps partiel en étant indemnisé. Donc, logique qui dans l'absolu ne serait pas problématique si on n'avait pas une couche de cotisation sociale supplémentaire qui vienne se rajouter à un moment donné où on essaye, notamment comme l'évoquait tout à l'heure Guillaume, à travers le CICE et le pacte de responsabilité, d'alléger. On a beaucoup d'allège, en même temps on a créé une nouvelle cotisation, donc là il y a un gros problème de logique de financement, et en plus on crée un sujet de tension potentielle à l'entreprise, parce que est-ce que mon poste est pénible, est-ce qu'il ne l'est pas, avec derrière un enjeu important, savoir quand est-ce que je pars en retraite. Voilà. On a créé de gros sujets de tension, avec un flou certain, donc je pense qu'on devrait sortir au terme de cette mission dans l'année, mais ça va être un vrai sujet à suivre de cette année 2015.